Pendant toute la journée, une bonne équipe de reporters, Mouktar Ba, Amadou Diallo, Abdraman Diallo, Alassane Silla était le correspondant du service anglais de la BBC. La BBC avait 2 correspondants ici, moi pour le service français et Alassane Silla pour le service anglais. Donc, Aboubakar qui couvrait l'événement pour le Lynx, mais aussi pour l'une des plus grandes agences du monde, c'est AP, Associated Press, c'est une agence de presse américaine. Donc, nous nous sommes retrouvés là, pendant toute la journée, on a mangé là, ils nous ont donné à manger, et nous remercions, je profite pour remercier la famille de Maître Amara, pour nous avoir reçus ce jour-là, pour nous avoir sauvés, parce que les militaires continuaient de pourchasser les gens dans le quartier Landrea. Après la manifestation, après avoir dispersé la manifestation, ils ont continué, ils sont rentrés dans le quartier et ils dispersaient, non pas ils dispersaient, mais ils traquaient les manifestants, ils traquaient les jeunes supposés venir du stade de la manifestation. Nous, on nous a gardés là et nous avons transformé la cour et le salon de la famille de Maître Amara en salle de rédaction. Tous les papiers, on avait travaillé, tous les papiers que nous avons produits ce jour pour nos différentes rédactions sont partis de là, de chez Maître Amara, salon, cour. Parce que malgré que nous avions été violentés, malgré le traumatisme, malgré tout ce qu'on a vu, l'horreur, c'était même l'horreur, l'hécatombe qu'on a vu, qu'on a subi, il nous fallait travailler parce que nous représentons des stations internationales, nous sommes les yeux et les oreilles des auditeurs. Nous étions attendus. Il y a un événement majeur à Conakry où les militaires ont massacré des centaines de personnes. C'est la une de l'actualité, c'est la grosse une de l'actualité. Le reporter qui est là, il ne peut pas dormir, il ne peut pas aller se coucher. Non. Donc on était attendus, il fallait qu'on travaille. On a travaillé dans ces conditions-là. Vers 18h, 19h, nous avons décidé de quitter la famille de Maître Amara puisque la tension avait plus ou moins baissé, qu'il y avait moins de tirs. Et nous avons pris nos voitures pour retourner, pour rentrer chez nous. Mais le chemin était dangereux. Il n'y avait personne, il n'y avait plus personne dans la circulation. Il n'y avait que des camions militaires qui patrouillaient. Quand vous sortez ici et que vous ne voyez personne, que vous soyez seul sur la circulation, ça fait tellement peur. Il n'y avait plus personne, il n'y avait plus que des camions militaires. Et donc, nous avons pris la route, nous sommes rentrés. Moi, j'ai déposé Aboubakar chez lui, il était à Nongo, je crois, à l'époque, il habitait à Nongo, je l'ai déposé à Nongo malgré cette situation et je suis revenu chez moi à Kapororaï. Mais je n'avais pas fini avec le calvaire, Monsieur le Président. Quand je suis arrivé, j'étais dans tous mes états. Je ne peux pas vous décrire l'état psychologique dans lequel j'étais. Je n'ai pas le verbe pour ça. Je n'ai pas le vocabulaire pour ça. Je ne pouvais pas vous décrire mon état psychologique ce jour-là. Quand je suis arrivé, je suis descendu de la voiture, que le portail a été ouvert, que je suis descendu de la voiture et que mes enfants et mon épouse m'accueillent dans la cour. J'ai sorti, je leur ai montré mon bras qui était tuméfié. Et j'ai dit à mes enfants, j'avais l'aîné et le cadet qui voulaient faire l'armée, je leur ai dit, personne d'entre vous ne sera militaire. Personne. Vous avez vu ce que les militaires m'ont fait? Ils ont dit, papa, nous avons compris, nous avons compris. Mais mon calvaire n'était pas terminé, Monsieur le Président, puisque quand je suis arrivé, je me suis installé, j'ai demandé comment va mon sac. Mais il se trouve, ils ont regardé, ils n'ont pas vu le sac dans la voiture, le sac n'était pas dans la maison, il n'est pas au salon, mais il est où? Bon Dieu. Je l'avais oublié chez Maître Amara, à Dixil. Or, il me fallait travailler.
Il me fallait donc repartir chez Maître Amara à Dixine. Moi, je suis à Kapororaï. Il me fallait repartir donc à Dixine, chez Maître Amara. J'ai dit, je repars prendre mon sac. Ma famille s'est opposée. Ils ont dit, pas question. Je dis, j'irai prendre mon sac. J'ai enregistré. Il faut que je travaille. La BBC m'attend. Les auditeurs de la BBC m'attendent. Ça, c'était vers 20h maintenant. J'ai appelé la famille de Maître Amara, parce que j'avais pris un contact téléphonique. Le journaliste, ce sont les contacts d'abord. J'ai demandé, est-ce que le sac est là-bas? Ils m'ont dit, oui, votre sac est là, M. Diallo. J'ai dit, déjà très bien. Je ne l'ai pas perdu ailleurs, il est là-bas, c'est déjà très bien. Donc, ma famille s'est opposée. Je dis, il faut que je parte. Et mon premier garçon, qui voulait faire l'armée, qui était au lycée, qui venait de passer le bac, a dit, papa, si vous devez sortir ici, on va sortir ensemble. Puisque si vous devez mourir, on va mourir ensemble. J'ai dit, mais fiston, qu'est-ce que toi tu peux faire devant ces militaires déchaînés? Qu'est-ce que tu peux faire? Il dit, si vous devez mourir, on va mourir ensemble. J'ai pris le risque de prendre le petit avec moi pour aller prendre le sac, puisque sinon c'était niet. Il n'était pas question que je sorte. Or, il me fallait sortir. Donc, j'ai pris le risque de prendre mon garçon, le premier, de le mettre dans la voiture, et nous avons encore repris la route pour aller chez Maître Amara. Là aussi, comme je vous le dis, il n'y avait plus personne, il n'y avait pas personne, non, même pas un oiseau, même pas un chien dans la circulation. Il n'y avait que des véhicules militaires. Donc, nous arrivons chez Maître Amara, je descends de la voiture, lui reste dans la voiture, je n'étais même pas à la voiture. C'est une petite voiture 309, je crois. Et je sors, je vais prendre le sac, je récupère le sac et je reprends encore la route pour chez moi. J'arrive, je m'installe, je travaille, malgré cet état psychologique, mais j'ai écouté les sons que j'avais pris. J'ai appelé la rédaction pour dire que je suis rentré sur sain et sauf. Et on s'est accordé que je devais faire un reportage pour les éditions du matin. C'était donc le massacre du 28 septembre, c'était lundi. Donc mardi matin, dans la matinale du matin, il me fallait travailler. Donc j'ai produit mon reportage dans lequel on entendait des coups de feu, parce que j'avais arrêté ces coups de feu dans cette débandade-là. Mais ce reportage, lorsqu'il a été diffusé par la BBC le matin, dans les éditions matinales, évidemment, mon calvaire a commencé là. Non, pas, il s'est poursuivi, parce qu'il avait déjà commencé le jour du massacre. Mais la diffusion de ce reportage m'a, disons, créé d'autres ennuis. Parce que c'est à partir de là que la garde s'est mise à me chercher, à me traquer. Ils se sont dit, donc, il faut mettre la main sur Amadou. Et j'ai commencé à recevoir des appels téléphoniques. J'ai reçu 3 appels au moins significatifs. J'ai reçu le premier, le plus significatif, c'était un appel de militaire de la garde du capitaine Dadis, qui connaissait mes enfants, qui connaissait chez moi, qui était ami à mes enfants, et qui a appelé mes enfants pour leur dire, est-ce que papa est là-bas? Ils ont dit, oui, il faut lui dire de quitter, on a parlé de lui ici. Qu'il quitte la maison. Je connais chez vous, mais je ne veux pas indiquer. Effectivement, il avait été chez moi, rendre visite à mes enfants. Moi, je suis au travail. Quand il est arrivé, il est resté là avec les enfants, ils ont bavardé. Voilà, c'était des amis. Parce que comme je vous ai dit, 2 de mes enfants voulaient faire l'armée. Et il allait avec mes enfants, d'ailleurs, au camp, à l'époque. Donc, cet appel était significatif. Il a dit, dites au papa de quitter. J'ai reçu un autre appel d'un officier, d'un colonel aussi, qui m'a dit, Monsieur Diallo, lui, c'est moi qui l'ai appelé. Il faut quitter. Votre sécurité n'est pas assurée chez vous. Il faut partir, il faut quitter. Le 3e appel, c'est un ancien ministre du général Lansana Conté. C'était le dernier gouvernement qui a été renversé par
par la junte du capitaine Dadis. Il m'a appelé le mardi qui a précédé le massacre, puisque le massacre, comme on le dit, c'était lundi. Donc le mardi, à 23 h, il m'a appelé. Il me dit, tu es là? Tu es où? Je dis, je suis chez moi. Non, tu ne dois pas être chez toi, il faut partir. Il faut quitter. Je dis, mais pourquoi? Il dit, il faut quitter. Après, je te dirai pourquoi. Il faut quitter. Bon, je ne me suis pas décidé de... Non, je ne sais pas. Je ne voulais pas partir, honnêtement. 30 minutes après, il rappelle. Tu es encore là-bas? Je dis, oui, je suis là. Non, il faut quitter. Je dis, il faut quitter. Il parle avec insistance, avec beaucoup plus d'autorité. C'est en ce moment que j'ai pris la résolution, mon épouse et moi. Mon épouse, que je remercie, qui a géré toute cette situation. Puisque, je le dis, j'étais aussi avec ma maman, ma mère, qui était âgée et fragile, qui avait 90 ans, qui vivait avec nous dans cette maison, et qui ne devait pas savoir que son fils a un problème avec les autorités. C'était très difficile. Les enfants étaient petits aussi. Ils ne pouvaient pas comprendre. Le plus grand était au lycée. L'autre, le cadet, il venait d'avoir le brevet. Le troisième, l'examen d'entrée en 7e année. J'avais 2 petits-enfants aussi, ils étaient très petits. Donc, c'était difficile pour mon épouse de gérer tout ça, et c'est pour ça que je la remercie. Donc, je décide avec elle de quitter. Il était presque minuit. Mais dans un environnement funeste, dangereux, Monsieur le Président. Personne dans la rue, personne dans les quartiers. Tout le monde se terre. Elle prend la petite voiture. Je sors comme j'étais habillé. Elle m'a conduit chez un ami, Alassane Silla, j'ai parlé tantôt de lui, qui était le correspondant du service anglais. Il logeait derrière l'ambassade des États-Unis, à Coloma. Et elle m'a déposé là-bas. Elle a repris seule le chemin. Elle aussi, elle n'a rencontré que des camions militaires. Elle est rentrée. Moi, je suis resté chez Alassane Silla, mais si vous vous sauvez et vous ne sauvez pas votre famille, vous n'êtes pas sauvé, Monsieur le Président. Donc, il fallait prendre les dispositions pour que la famille aussi quitte la maison. Et donc, j'ai demandé à ma famille, à tout le monde, de quitter. Ma maman, je l'ai amenée, enfin mon épouse l'a amenée, puisque moi j'avais déjà quitté à Ratoma, chez mon frère aîné qui habitait là-bas, qui est décédé, paix à son âme. Eux, les autres, ils sont sortis de la maison, ils ont pris la direction de Lansanaya, ils sont allés se réfugier dans une famille amie à Lansanaya. On a quitté le quartier sans que personne ne sache, sans dire au revoir à personne, parce que personne ne devait savoir qu'on a quitté le quartier, personne ne devait savoir où nous étions cachés.